Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et carrément, tu prends tes notes à l'écrit. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais, je pourrais pas. Hein. Ah, oui, ça fait hyper longtemps que j'ai pas écrit à la main. Je sais même pas à quoi mon écriture ressemble. Bah moi, je me rappelle parce que je fais parfois des chèques. C'est assez rare. Mais genre, moi, j'ai un chéquier qui a 10 ans, je l'ai toujours pas fini, quoi. Ok. Donc, j'écris pas beaucoup non plus, hein, comme toi. T'écris des numéros. J'écris... Non, il faut écrire. Ah oui, toutes il faut lettres. écrire, c'est vrai. Genre 135 euros et 62 Le centimes. destinataire et tout, il faut l'écrire. Ça. Ouais, mais chiant, quoi. Bon, bref, c'est le futur. Mais ouais, team des maths, bah, c'est marrant d'ailleurs, en plus, ton sujet. Il est plus des maths que physique. Mais bon, exactement. C'est assez paradoxal, mais... je vais pas trop spoil de toute façon, mais parce que en fait, il y a une petite musique qui se lance, je crois, en fond, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Ah ouais, c'est ça. Le Contrecast épisode 66, c'est parti. Salut, c'est John Couscous, créateur et de nouveau animateur du Contrecast. Bienvenue à toi, cher auditoriste, dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est quoi le Contrecast ? C'est un podcast où on parle jeux vidéo, séries télé, jeux de société, livres, cinéma, romans graphiques, bref, on parle de tout et on en parle très souvent avec passion. Petite tradition, on fait un tour de table qui va être plus court que prévu ce soir, avec notamment celui qui n'est pas médecin, même si vous passez le voir dans son cabinet. Hello, Pierre. J'avoue, c'était pas mal. On me l'a jamais fait. Eh ben, écoute, j'ai improvisé, je l'ai écrite 1 minute avant l'enregistrement de ce podcast, comme tu le sais, tu l'as vu. Comment ça va ? Bah, là, ça va mieux. J'étais épuisé par les transports, mais là, ça va bien, beaucoup moins stressé. Tu es là et c'est le principal. De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une convention numérique qui a lieu chaque année, qui s'appelle le Shortbox Comics Fair. Eh ben, hâte de t'entendre parler. Et on continue, on termine déjà ce tour de table avec celle qui fête un mariage tous les week-ends, même un peu tous les jours de la semaine. Bonjour Eva. Hello. C'est toujours le mariage, je précise. Non, tes stories, 1 fois sur 2, c'est un mariage. Mais bref, il y a toujours des sushis à manger, ça me fait rêver. Les gens s'aiment et les gens aiment les sushis, c'est tout ce qui compte. Comment ça va ? Bah, ça va, mais fatigué par toutes ces festivités, mais c'est de la bonne fatigue, donc ça va très bien. C'est ça. Voilà. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Bah, je vais vous parler de Life is Strange Double Exposure. Ok. Le retour de Max. Mais est-ce que la magie opère toujours ? Ah ouais, ça fait le titre et comme ça, j'appuie sur un bouton et tu fais la chronique, ça te va ? Yes. Et bah écoute, si ça te va, on fait ça. Allez. La vie est parfois étrange et Dontnod avait l'habitude de nous le prouver depuis bientôt 10 ans. Depuis, d'autres personnes ont essayé de nous le prouver, alors peut-être de façon moins marquante, en tout cas c'est mon avis, je précise. Et j'ai hâte d'avoir ton ressenti, Eva, sans trop de spoil si possible, sur ce nouveau titre sorti tout récemment, donc Life is Strange Double Exposure. Il n'y a pas de souci, cette chronique est garantie sans spoil. Je vais juste parler un petit peu de l'histoire. Mais allez, voilà, ça commence. Non, mais légèrement, c'est important de poser le contexte. T'inquiète. Donc là, on retrouve Maxine, donc le personnage principal du premier épisode qui nous a tous marqués. Donc Maxine Caulfield, Max, qui est de retour et elle a bien grandi parce que dans Life is Strange Double Exposure, qui est sorti donc le 29 octobre dernier, hein, c'est très récent. Donc en fait Maxine, elle est partie d'Arcadia Bay, qui était la ville du premier jeu, et elle était traumatisée par son passé, et donc elle a décidé de poser ses valises à Caledon, qui est une université artistique tranquille aux États-Unis, et elle va y travailler comme assistante en photographie. Voilà, elle cherche à reconstruire tranquillement sa vie après tout ce qu'elle a traversé, mais la paix ne dure jamais bien longtemps. Donc juste pour remettre un petit peu de contexte, donc comme tu l'as dit, on n'est plus c'est plus le studio Dontnod qui s'occupe de ce jeu-là, on est sur le studio Deck Nine qui avait repris notamment le jeu Before the Storm avec l'espèce de préquel sur Chloé, et puis le dernier Life is Strange aussi qui s'appelait True Colors, qui était un petit épisode indépendant. Donc c'est un jeu qui est disponible sur PS5, Xbox Series S, X, PC et Switch. Et donc, comme pour les anciens Life is Strange, c'est évidemment une aventure narrative pleine de mystères, de voyages dans le temps et bien sûr de décisions à prendre. Donc, on revient sur le sujet principal. Donc là, sa fille, elle est arrivée à Caledon. Elle a une petite maison, même une grande maison très sympathique. On est en plein hiver, il y a de la neige, les décors sont magnifiques. Et elle s'est fait une nouvelle amie qui s'appelle Safi. Donc c'est sa nouvelle meilleure amie après l'épisode avec Chloé.
Et il se trouve que sa fille, malheureusement, se fait assassiner. Désolée, je suis obligée de le dire parce que Allez. c'est vraiment... Chapitre 1, ensuite. Non, mais il y a pas de... Enfin, c'est le contexte, c'est le tout début du jeu. Donc, voilà, c'est pour que tu comprennes un petit peu l'histoire, c'est obligatoire. Donc, Max, elle se retrouve forcée de réactiver un pouvoir qu'elle croyait avoir laissé derrière elle. Ce n'est pas retourner dans le temps, mais maintenant, elle peut voyager entre deux réalités parallèles. Dans l'une, c'est la réalité du moment, donc sa fille, ou celle où sa fille est morte. Et dans l'autre, elle est vivante. Donc en fait, le joueur, c'est-à-dire nous, on a la possibilité en un simple clic de basculer du monde où sa fille est vivante au monde où sa fille est décédée. On jongle entre les deux réalités et l'objectif, c'est de réaliser le mystère autour de la mort de sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui l'a tué? Est-ce que c'est un suicide? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'empêcher cette tragédie. Donc, ça remonte. C'est pas qu'on remonte dans le temps, mais on remonte à un moment où sa fille est vivante, mais où elle vit les mêmes difficultés qui ont fait que dans l'autre monde, elle est morte. Et du coup, on doit essayer de comprendre ce qu'elle a et d'essayer d'empêcher ça. Donc, au niveau du gameplay, ça reprend les bases des précédents opus de la saga, donc avec une touche supplémentaire justement de voyage dans le... je dirais pas voyage dans le temps, mais du coup de changement de timeline et d'exploration. Donc c'est comme pour tous les jeux Life is Strange, c'est une structure de narration très cinématographique. Alors, plus cinématographique que les jeux sous Dontnod pour le coup. On sent un petit peu la patte Square Enix aussi derrière. Qui l'édite on a beaucoup, c'est très bavard, il y a beaucoup de conversations, ça peut surprendre un petit peu au début parce que on n'a pas beaucoup la manette en main, honnêtement, c'est-à-dire que voilà, on suit vraiment une histoire, on avance, on regarde les éléments du décor, mais voilà, c'est beaucoup de conversations, on comprend pas trop ce qui arrive au début. On peut avoir, voilà, mon ressenti à moi, c'est que les premières heures étaient parfois lentes, il n'y avait pas d'action frénétique, mais elles sont obligatoires pour installer l'histoire et pour nous plonger dans l'univers de Max, qui est un personnage que l'on retrouve à la fois changé, mais toujours aussi attachante. Voilà, elle a grandi, mais on voit que c'est tout. On ressent que, personnellement, je trouve, on ressent que c'est toujours elle. Elle est toujours aussi posée, elle est toujours aussi réfléchie dans sa façon de faire. J'ai une petite question, je ne sais plus si tu l'as dit, il y a combien de temps entre... on sait quand ça se situe après Alors, on n'a pas d'année exacte, mais on sait que là, elle est professeure, elle était étudiante, donc je pense 5-10 ans. Ok, quelques années quoi. Oui, Okay. c'est quelques années après. Peut-être 5 ans. Pas tant que ça d'années, parce que bon, je reviendrai après dessus. Ça marche. Mais il y a un petit passage qui fait que... Bon. Donc, au niveau de l'enquête, moi, je l'ai trouvée vraiment captivante. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve un indice, on n'a pas l'impression d'avancer dans l'histoire. Au contraire, ça a l'air de brouiller les pistes au lieu de les éclaircir. On en apprend plus sur sa fille, ses relations, son passé, mais parfois ça se contredit d'une réalité à l'autre. C'est très étonnant, on ne comprend plus trop, on a plein de petits éléments par-ci par-là et on essaie de savoir ce qui se passe. Donc voilà, le jeu, il exploite cette confusion pour créer une atmosphère où il est difficile de faire confiance à qui que ce soit, même à notre propre personnage en fait. Donc, ce n'est pas un spoil. Non, mais c'est intéressant comme approche. Voilà. Comme toujours dans Life is Strange, donc, les personnages sont essentiels. On a sa fille qui est le cœur de l'intrigue. C'est une fille très drôle, qui est rebelle. Elle a une relation un petit peu compliquée avec sa mère qui est la directrice de l'université. Leur lien, il est à la fois tendre et complexe, et ça ajoute un peu de profondeur à l'histoire. Max, elle peut compter également sur des alliés, comme Moses, qui est un étudiant geek loyal, ou alors on a Gwen, qui est une prof aux idées progressistes. On rencontre également Amanda, qui est la propriétaire sarcastique du bar Snapping Turtle. Ça m'a fait rire que le bar s'appelle Snapping Turtle. Parce que je suis Silly Turtle. Voilà. Et on a également Vin, qui est un charismatique leader du groupe Abraxas. C'est un groupe qui mène un peu sa loi dans l'université. Et Vin cache apparemment bien des secrets. Donc le jeu, il reste fidèle à l'esprit de la série, de manière générale, en proposant des personnages divers. On retrouve également une palette de personnages gays, de personnages trans. On a une belle représentation linguistique avec sa fille et sa mère qui parlent parfois arabe entre elles. D'ailleurs, ça a provoqué un petit buzz auprès des communautés, on va dire, traditionnalistes sur les réseaux sociaux, qui ont traité le jeu de trop woke, je cite. Voilà. Internet. Petit point. Internet, et c'est beaucoup revenu. Hein. Tout ça parce que voilà, on a des panels des personnages un peu représentatifs de voilà. Mais moi, je trouve, et j'espère que vous aussi, que cette inclusion donne la personnalité au jeu Life is Strange de manière générale. Voilà, au niveau de l'ambiance, donc je le redis, mais le jeu il frappe très fort pour le coup. On a des décors qui sont vraiment très très beaux. Pour moi, c'est à la fois très apaisant et en même temps ça apporte une touche un petit peu
je sais pas comment décrire ça, de mystère, voilà, de mystère. Tout est enneigé, on est en plein hiver. On a l'université Calédon qui fait un peu penser, je trouve, à Poudlard, parce qu'on a vraiment des salles assez impressionnantes, assez magiques. On a des textures, des lumières, tout est fait pour nous plonger dans un univers presque palpable, je dirais. Donc la bande-son, comme tous les Life is Strange, elle tape vraiment très très fort. Pour le coup, c'est un personnage à part entière, je dirais. On a des morceaux indie, des compositions originales, et ça colle très très bien à l'ambiance douce, amère du jeu. Comme dans les précédents Life is Strange, on a des moments où Max, elle peut se poser sur des bancs, et puis elle peut juste observer ce qui se passe autour d'elle, et puis on a une musique qui se lance. Dans absolument tous les épisodes, on a au moins un passage comme ça où on peut se poser et prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. Et c'est un moment où Max, elle prend son appareil photo qui va avoir une place particulièrement importante dans ce jeu. Même s'il ne permet pas de remonter dans le temps cette fois-ci, il va avoir son autre utilité. Et voilà, donc Max, elle prend son appareil photo et elle se pose tranquillement avec son carnet. Et c'est un vrai régal pour les sens. Donc, l'intrigue. Donc, pour moi, l'intrigue, elle est bien ficelée. Ça nous tient bien en haleine tout au long des 5 chapitres. Donc, on a 5 chapitres. Les 2 premiers sont particulièrement longs. En tout cas, beaucoup plus que les 3 derniers. Alors, je vais quand même parler de points un petit peu négatifs, parce que c'est important aussi. On a certains choix narratifs, pour moi, qui manquent de poids. C'est-à-dire que, contrairement au précédent Life is Strange, où là, vraiment, les choix avaient une incidence sur la suite, avaient des réelles conséquences. Là, oui, on se pose la question au moment des choix. On sait que c'est des choix qui semblent être importants en apparence, mais qui, étrangement, n'apportent pas vraiment de ligne, on va dire, d'histoire. Je trouve que ça n'avait pas vraiment voilà, j'ai pas les mots, j'arrive pas à trouver les mots, mais voilà. Les choix n'avaient pas de conséquences vraiment négatives sur la suite, j'ai trouvé en tout cas. Il y avait quelques petites modifications de scénario, mais c'était vraiment minime, je trouve. Par contre, on a quand même des bons rebondissements. Ils n'ont pas toujours l'intensité qu'on attendait après un premier opus aussi marquant que le premier Life is Strange, et même le 2 qui reste mon préféré, mais voilà. Donc c'est un jeu qui reste sage, voilà, c'est le terme que je cherchais, ça reste assez sage. Ça parvient pas vraiment à nous surprendre, je trouve. La construction de l'histoire, elle donne l'impression que Double Exposure se positionne comme une mise en place de quelque chose de plus grand. Voilà, on a l'impression que c'est une intro de quelque chose. C'est à la fois un peu excitant et à la fois frustrant, parce que du coup, on reste sur notre faim. On a un sentiment de lenteur aussi dans certains moments. Ça manque d'intensité, comme je l'ai dit, et ça peut décevoir ceux qui s'attendaient à un retournement de situation spectaculaire. Voilà. Au niveau des références au premier Life is Strange, on en a pas mal. On a même des moments où vraiment je suis là genre « Ah waouh, ok, ils ont fait ça !» Et il y a des moments où je trouve qu'ils auraient pu pousser le truc un peu plus loin, et où je m'étais fait des scénarios dans ma tête en me disant « Ah, il peut se passer ça peut être incroyable ce qui se passe », et au final, c'est pas ce qui se passe. Et du coup, ça m'a un peu frustrée, parce que c'était quelque chose dans ma tête qui était parfaitement faisable à ce moment de l'histoire, et qui aurait pu rendre le moment vraiment, vraiment hyper intéressant. Au final, j'ai l'impression qu'ils ont pris quelques refs, qu'ils les ont balancés histoire qu'on soit accroché un peu à ce côté un peu nostalgique, mais qu'à côté de ça, il n'y avait pas vraiment de but dans ces reprises. Pour moi, c'était vraiment juste mettre des refs pour mettre des refs, et il n'y avait pas d'incidence sur la suite de l'histoire, encore une fois. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà. Après, donc malgré toutes ces petites réserves, pour moi, ça reste quand même Life is Strange Double Exposure reste quand même une belle aventure. C'est beaucoup de charme, de mystère. Si vous aimez bien les histoires avec des enquêtes, chercher des indices un peu partout, avoir un espèce de puzzle en fait qu'on reconstruit. Le fait de basculer entre la réalité la réalité de la vie et la réalité de la mort, c'est sympathique aussi, c'est pas mal. On sait quand on doit le faire. On a des moments où, en fait, par exemple, Max se retrouve dans une salle, la porte est fermée à clé. Elle se dit ah zut, dans cette réalité, la porte est fermée à clé du bureau. Je dois aller chercher des indices dans ce bureau. Peut-être que dans l'autre monde, Gwen n'est pas à son bureau et je peux aller, la porte est peut-être ouverte. Et en fait, on peut basculer vraiment d'une salle à l'autre, dans l'autre réalité, récupérer les infos qu'on cherchait, puis rebasculer dans l'autre monde. Et en fait, c'est pas très compliqué à le faire. En fait, le jeu nous donne les indices très très rapidement, on sait qu'on doit le faire. C'est pas à déduire non plus, c'est pas vraiment un jeu de stratégie pour le coup, c'est narratif, donc tout est
tout est très vite logique. Un autre pouvoir qu'elle a également, Max, c'est que quand elle est dans une réalité, par exemple le monde de la vie, elle peut également savoir ce qui se dit à ce moment même dans le monde de la mort. C'est-à-dire que des fois, elle va avoir besoin d'écouter certaines conversations secrètes, et puis elle va se mettre dans le monde de la vie, et puis elle va quand même entendre ce qui se passe dans le monde de la mort, et puis ça va l'aider pour mener son enquête. Voilà. Donc, voilà, pour moi, même si la magie, elle opère pas toujours à 100% à cause des petits défauts dont j'ai parlé, on a quand même une atmosphère et des personnages qui font, et la narration d'ailleurs, qui font quand même bien le job. On a Max qui est de retour quand même, et même si le jeu manque de la folie qu'on attendait, de ces moments-là où on se dit « Oh putain, cette fin quand même » et tout, ou alors juste cette fin de chapitre, ce qu'on pourrait pas mal retrouver dans les premiers Life is Strange, parce que là, j'ai moins retrouvé, je trouve. Ça parvient quand même à nous emporter dans un univers assez unique. Et si vous aimez la série, je trouve que c'est quand même une expérience à vivre. Alors, honnêtement, peut-être pas au prix d'achat de base original. Peut-être attendre un petit peu. Mais parce que ça se fait très vite. Honnêtement, j'ai dû passer peut-être 12-15 heures maximum sur le jeu. Donc, c'est vraiment un petit jeu. J'ai pas fait le DLC dont apparemment il y a un DLC avec un chat. Parce que c'est pas une question, vas-y. Ouais, pardon. Effectivement. Mais oui, on peut pète de cat dans le jeu. Donc j'imagine qu'ils ont fait un DLC autour du chat qu'on héberge. Mais voilà. Ça peut être sympathique à faire, surtout si vous avez aimé le premier Life is Strange. Et puis surtout, ça reste, encore une fois, une introduction à un 2, très probablement. Enfin, c'est pas très probablement, c'est sûr. Donc, je pense que la frustration de fin, elle est là parce que mon choix n'a pas eu de conséquences vraiment sur la fin, mais peut-être qu'elle aura des conséquences sur le 2, où ils vont me demander probablement d'importer ma sauvegarde pour savoir voilà, ce qui s'est passé à la fin, et puis peut-être. Enfin, je pense que ça va plutôt partir par là. Voilà. Mais j'ai quand même un peu hâte de savoir la suite, parce qu'il y a quand même une ouverture sympathique. Après, voilà, c'est pas malheureusement un Life is Strange qui m'a chamboulée. Je suis vraiment restée sur ma fin, et je me suis dit, c'était un moment sympa, mais j'ai pas compris. Le dernier chapitre, je me suis dit, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Bon, j'ai pas compris. Voilà. N'empêche que je me contredis un peu tout le temps, mais c'est juste que j'ai passé un bon moment, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est juste que quand on a des attentes particulières après les 2 premiers Life is Strange qui étaient vraiment très poignants, je trouve, forcément ça déçoit un petit peu, mais il faut se rappeler que bon, c'est Deck9 qui est derrière, c'est un autre studio, c'est une autre prise de risque, on va dire, et c'est aussi très sympathique à jouer. Voilà pour moi. Mais très bien. J'ai évidemment 1000 questions, mais je vais déjà laisser la parole à Pierre. Tu connais Life is Strange, j'imagine ? Ouais, je connais Life is Strange. Alors, le 1, je l'ai pas vraiment fait, je l'ai regardé en let's play. Mais c'était il y a très longtemps, je crois que j'étais au lycée, un truc comme ça. Donc, il faudrait que je le fasse. Merci pour le coup de réellement. Il est sorti en 2015. Sorti en 2015. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de faire le 2 parce que je ne l'ai jamais fait. Okay. Et j'ai commencé le chapitre 2. Donc je me remets tout juste de mes émotions pour pas voir ce qui se passe dans le premier chapitre, mais bref, ça m'a pas mal décomposé. Donc ouais, je connais la série évidemment. Et pareil, j'ai pas mal de questions aussi, parce que tu disais qu'on voyait Max, il y a pas mal de références au premier, et du coup je me demande, est-ce que la exposure se repose peut-être trop sur le 1, ou tu ne trouves pas que c'est le cas ? Non, du tout, parce qu'en fait, pour le coup, on est vraiment dans on est dans une nouvelle ville, on est vraiment avec Max a vraiment de nouveaux amis. J'ai oublié de parler de quelque chose d'important. Bah vas-y. Oui, j'ai oublié de parler de quelque chose. Il y a aussi un système de SMS qu'on avait déjà dans les premiers Life is Strange, il me semble. C'était pas très élaboré dans les premiers Life is Strange, mais là, pour le coup, c'est vraiment marrant la manière dont ça a été fait dans celui-là, parce qu'en fait, on a non seulement les SMS, donc on peut lire, on peut également répondre à ces SMS avec des choix de réponse préinstallés. Et puis, on a aussi un réseau social où tous les personnages mettent des publications avec des photos. On peut aussi publier des photos
qu'on prend. Et puis on a des commentaires instantanément. Et en fait, donc on rencontre les personnages sont un peu approfondis parce qu'on voit aussi leurs posts sur les réseaux sociaux, on voit comment ils répondent aux autres. Ça, c'est quelque chose de nouveau, il n'avait pas fait dans les anciens Life is Strange. T'es sûr? J'ai en tête True Colors d'avoir ça aussi, le réseau social. ouais. Peut-être en True Colors alors, parce que je l'ai fait il y a très longtemps. C'est ça, parce qu'en fait, dans le 2, tu avais le système d'SMS que tu pouvais lire, mais pas envoyer de messages. C'est ça. Et dans True Color, il y a effectivement un réseau social avec les différents habitants du village. Oui, ok. Où tu es. Ok. Ouais, ça, le True Colors était un peu oubliable pour moi. Je me rappelle juste d'avoir pécho Royenne, j'étais contente. Bon, vraiment, j'étais là. C'était mon seul objectif dans le jeu. Ok. Et Ryan, il était quand même. Moi, c'était la copine de l'héroïne. Ouais. Voilà. Mais oui, mais en fait, oui, pardon. Du coup, je disais, en fait, le fait que les personnages soient aussi approfondis, ça fait que tu découvres vraiment un nouvel univers par rapport au premier. On n'est pas du tout dans la même université, c'est vraiment des nouveaux décors, nouveaux personnages. Max, on sait que c'est elle parce que voilà, on sait son rapport à la photographie, mais les rêves qu'on a par rapport au premier Life is Strange, elles sont, je vais pas spoiler, mais elles sont minimes, mais c'est juste qu'elles interviennent à des moments où ça peut nous sensibiliser, mais après coup, une fois que l'épisode est terminé, on se dit que c'était pas nécessaire. Ils l'ont mis vraiment pour nous sensibiliser sur le moment et voilà, je trouve. Ok. Je sais pas si ça bien répond. Si, ouais, ça répond bien. Et du coup, je suis encore plus curieux de le faire. Et ma seconde question, on va dire, c'est plus parce que tu parlais du fait que les choix, tu trouvais que ça n'avait pas de réelles conséquences sur la fin. Et je me demandais si tu n'avais pas fait le jeu, comment ça s'appelle ? Je sais plus si c'est Route 86 ou Route 96. 96. Ouais, c'est 96, voilà. Oui. Où je trouvais que vraiment les choix avaient de l'impact, pas que sur la fin, mais vraiment sur l'aventure, sur le moment. Ouais. Donc je me demandais si tu l'avais fait. Oui, je l'ai fait, il t'avais était aimé, trop ouais. cool. J'ai fait plusieurs runs et tout, on revient. Oui. Ouais, c'était trop cool. Ouais, je l'ai fait sous toutes les formes, ce jeu, il m'a fait mourir de rire. Trop bien. Très belle BO aussi, Ouais, pour le coup. très, Ouais, belle BO. ouais. Incroyable musique, ouais. Ok. Très bien. Et ben j'ai encore plein de questions parce que je suis très fan des Life is Strange. Je les ai tous faits. Je réfléchis si Captain Spirit, c'est ça là ? Oui, C'était Captain Spirit, c'est un préquel au Life is Strange 2. Entre l'épisode 1 et l'épisode 2 d'ailleurs, je sais pas si tu l'as fait. Non. Kelly. C'est avant l'épisode. Tu peux le faire avant le 2. Ok. Life is Strange 2. Bah, tu peux le faire même Tu peux maintenant. le faire maintenant, parce je pense. Ouais. Ok. il est gratuit normalement. Ouais. Si je me trompe pas, il est De gratuit. mémoire. Tu peux le télécharger. Et Life is Strange 2, vraiment, c'est le meilleur pour moi. Enfin, c'est vraiment pour moi. Entre le 1 et le 2, je sais pas trancher, honnêtement. Honnêtement, bah après Ok. ça dépend parce que le 2, on est vraiment sur une histoire un peu familiale et tout. Moi, ça me touche toujours beaucoup, toutes les histoires familiales, Ouais. Oui. familles nombreuses. Et puis le 1, c'est plus l'école, l'harcèlement, enfin C'est tout ça. ça. Donc c'est des thèmes très importants dans les deux cas. Hein. C'est ça, et puis c'est terrible de se dire que quand il était sorti, c'était hyper d'actualité, parce qu'il y avait l'élection aux États-Unis, Oui. et là c'est encore d'actualité, Oui, donc oui. c'est Oui. Euh, assez... Exactement. Et je affreux. suis allée aux US et j'ai rejoué à Life is Strange 2 il y a même pas 2 mois avec mon mec pour voir quel choix politique il ferait. J'étais très rassurée. Parce que du coup... Et Ouais. on reparle de l'épisode 3 ou 4, je crois, si tu veux, quand tu l'auras fait sur Oui, le 2. ouais, Ok, Ça m'a Plus fait tard. mal Enfin, j'ai eu mal, quoi. Vraiment, je fais waouh. même le 5, j'ai pleuré à chaudes larmes. Hein. Ouais. Donc, là, Oui, Wow. enfin bref. Bon, Jeu Ouais. très touchant, en tout cas. Le 2. très très bon jeu. En tout cas, dans ta chronique, j'entends vraiment tous les ingrédients dans Life is Strange qui ont été repris en mode il y a différents personnages, il y a une histoire de relations entre les persos ou autres, enfin, toujours un peu pareil la musique, tout ça. Donc je pense qu'ils ont repris en fait tout ce qui a toujours marché dans Life is Strange. En revanche, j'entends pas le côté climax qu'on avait dans les épisodes épisode 1 ou 2, enfin pardon, Life is Strange 1 ou 2, ou alors dans l'épisode 1, moi j'ai trouvé comme dans True Colors, la fin de l'épisode 1, j'ai fait oh, un truc de ouf, mais que j'ai jamais revécu dans ceux d'après. Et mais je vais le faire dans tous les cas. Il y a plusieurs trucs que tu as dit, c'est très beau. Est-ce que c'est très beau pour un jeu vidéo ou très beau pour un Life is Strange ? C'est beau pour un Life is Strange. D'accord. C'est pas exceptionnel, mais c'est beau pour un Life is Strange parce que les décors, ça fait penser un peu à True Colors, c'est-à-dire que moi les True Colors c'était très coloré. Ouais. Là, on n'est plus sur du blanc, sur de la neige, sur. Là, c'est Et puis- doublement exposé, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, exactement. Bravo, bien vu. Doublement exposé. Et puis après, on a aussi une atmosphère qui est très changeante forcément entre le monde de la vie et le monde de la mort, parce que dans le monde de la mort, du coup, les événements sont annulés, sa fille n'est pas là, donc ça devient très sombre tout à coup, et on bascule en fait d'un monde à l'autre, et puis on se rend compte de la différence qu'une vie, une simple vie ou une mort, en fait, peut apporter dans tout un environnement. Donc c'est assez, c'est bien fait. L'ambiance, elle est là. Et tu cites beaucoup le 2, mais c'est quoi tes épisodes d'après ? Tu sais, enfin, un classement des Life is Strange selon toi Enfin, ta préférence ? Entre les Life is Strange, Ouais. de manière générale, Life is Strange 2 en premier, après je mettrai le 1.
Ensuite, je pense honnêtement, Before the Storm, et les deux derniers, entre Before the Storm et True Colors, j'ai pas été hyper marquée. Mais je pense Before the Storm avant parce que j'aimais quand même bien le personnage de Chloé. Et True Colors parce que vraiment je me rappelle je me rappelle plus. Le jeu de rôle dans le village, ça te dit rien avec, je me rappelle juste que si je me rappelle de Ryan quoi. Ouais, oui, ok. Je me rappelle de Ryan chopé, qui fait un petit clin d'œil. C'est tout ce que j'ai en mémoire. Mais c'est marrant parce que tu vois ta réaction c'est vraiment Don't Nod et les autres quoi. Ouais, ça se ressent même et pareil on hésite entre le 1 et le 2 mais on cite jamais je pense dans le top 2 on en cite rarement un autre. Ouais, True Colors il y a un autre souvenir qui me vient en tête, c'est quand elle met son casque et qu'elle écoute la chanson de Eminem, Stan. Donc celle-là, parce que j'aimais beaucoup cette musique. Et du coup, quand elle est à la dispute avec son frère et son père, je crois que c'est ça, ou sa mère, son père, je crois. Et du coup, elle est là, elle essaie de se préserver un peu tout ça. Ça aussi, ça m'avait marqué. Mais sinon, vraiment, le reste de la narration, ça m'a pas marqué du tout. Alors que le premier épisode, je l'ai fait il y a 10 ans, je m'en souviens, quoi. Ouais. Ça qui est fou. C'est normal, je pense. Moi, c'est vrai que je l'avais fait de manière. J'attendais que les épisodes sortent tous en même temps et je le faisais une semaine de boulot. J'étais pas au lycée à ce moment-là, en 2015. Et je le faisais vraiment jour par jour. Et je me dis, mais j'ai trop hâte de finir ma journée pour rentrer faire un épisode. Quoi. Et c'était pareil, un choix fin d'épisode 2 ou 3, je crois, qui était assez ouf. Mais bref, limite, je vous spoil pas si vous l'avez pas encore fait. Faites-le, c'est génial. Évidemment, on finit sur quelques sujets qui fâchent. Le prix, tu l'as dit. Je suis allé voir juste avant cet enregistrement. Il y a un pack ultime à 90 €. C'est une blague. C'est pas celui que j'ai. Il me semble que si, puisque tu as un déguisement, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est même pas un skin, de FF7. Juste, coucou, on est Square Enix. Bon, ok. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un petit bonnet de Mog. Et en fait, il y a peut-être genre 5 tenues dans le jeu et une 6e, du coup, je crois, hein, si on a celui-là. Clairement, j'ai utilisé ce déguisement tous les épisodes parce qu'en fait, on peut changer la tenue qu'une fois par épisode, c'est-à-dire au tout début d'épisode. Oui, t'as un placard et un tiroir. Donc. Et en fait, t'as une tenue. En fait, non, même pas. Oui, t'as le placard dans la chambre, mais on n'a pas l'occasion forcément dans tous les épisodes de revenir dans la chambre. C'est vraiment au tout début de l'épisode, avant de lancer un premier épisode, il te propose obligatoirement de choisir ta tenue parmi les 6. Et en fait, la tenue, t'as la tenue d'extérieur et la tenue d'intérieur. C'est le moment où elle sort à l'extérieur et puis le moment où elle rentre au Snapping Turtle ou chez elle. Et voilà. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en fonction de ta tenue, ta couleur de cheveux, elle change aussi. Elle a le temps de se faire une colo, voilà. C'est caché dans le placard, apparemment. Voilà, c'est ça. Donc, ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que du coup, les 3 premiers épisodes, j'ai gardé la tenue FF7 et puis ensuite les 2 derniers, je me suis rendu compte que la colo avait changé aussi. Voilà. Et dans ce pack à 90 €, il y a quand même le DLC dont tu parlais juste avant là. Alors j'ai le nom anglais, mais c'est le Exclusive Cat Content que tu peux acheter séparément au prix de 20 €, qui t'ajoute une histoire supplémentaire visiblement sur. Tu croises un chat à un moment donné, il y a un truc, je crois, au niveau du propriétaire du chat. J'en sais un, oui, je suis même pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, je sais qu'il y a un bout d'histoire supplémentaire. D'accord. Pour 20 €. Tu te dis 20 €. Enfin, alors le prix des jeux, c'est toujours discutable parce que c'est pour remercier une équipe de développement et pas que, toute une équipe qui a travaillé sur le sujet. Mais là, je trouve que 90 € pour Life is Strange, ça fait chier par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Et si en plus la qualité est un cran en dessous niveau narration, encore moins envie de payer ce prix-là, quoi. Et si c'est la durée de vie d'un épisode, honnêtement, c'est 1 heure et demie, pas plus. Hein. Donc, j'imagine que ça va être ça. C'est pas forcément. Peut-être que c'est plus long que ça, mais bon, 20 €, tu te dis c'est le prix en occasion dans Life is Strange et je préfère les mettre là-dedans et l'offrir à quelqu'un, très clairement. Ça se comprend. Bon, ok, c'était pour le point négatif, mais dans tous les cas, je m'en fous parce que c'est un Life is Strange et je vais le faire. et je pense que il n'y a pas de mauvais Life is Strange, il y a des très bons et il y a les autres. Et comme tu dis, on est quand même toujours pris par l'histoire et emporté par. On va voir où ça va, quoi. Oui, quand même. Et il n'y en a pas un qui m'a fait dire c'est nul, mais j'ai eu des très bonnes émotions. J'ai passé un bon moment. Et c'est l'air d'être le cas. Et puis j'ai passé un bon moment ici. Ok, et écoute, merci beaucoup en tout cas Eva de nous avoir parlé de Life is Strange Double Exposure, dispo depuis octobre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Imaginez une convention sur les comics à laquelle on peut tous assister à n'importe quelle heure, habillé avec n'importe quelle tenue, peut-être même tout nu. Enfin bon, pour faire court, c'est une sorte de salon disponible, mais à la maison. Hein. C'est ça, Pierre. Hein. J'ai bien résumé. Ouais. C'est un bon résumé. Du coup, je vais vous parler du Shortbox Comics Fair. Avant d'introduire à quoi consiste cette convention, je vais un peu remonter dans le temps. Mais de base, du coup, c'est une convention qui a vu le jour en 2016 en Angleterre. Et ça a été créé par Zainab
Akatar, je m'excuse si j'ai mal prononcé son prénom, mais c'est une autrice indépendante qui a fondé donc cette convention sur la base d'un crowdfunding et au tout départ d'ailleurs c'était une convention qui était physique. Enfin, elle proposait 4 BD ou comics indépendants qu'on pouvait acheter de manière physique. Et quelques mois après, la convention elle était récompensée par le Eisner Award. Donc c'est en fait un prix très prestigieux aux États-Unis qui récompense en fait à l'international donc des comics, des autoristes, des traducteurs, des adaptations de comics en anglais à l'étranger. Enfin, c'est un truc qui est assez conséquent. Et du fait que cette convention a été récompensée à peu près, je crois, 4 ou 6 mois après, ça en dit long sur la qualité de ce dernier. Et c'est après ce premier épisode, entre guillemets, qu'elle a choisi de faire ça uniquement en numérique, où en fait, toutes sortes d'auteurs et d'autrices peuvent s'inscrire et proposer en fait une histoire originale qui sera disponible uniquement pendant le mois d'octobre. Donc ça se déroule tous les mois d'octobre chaque année du mois d'octobre, voilà. Et donc c'est disponible qu'à ce moment-là. Et la particularité de cette convention, c'est que les droits des comics et des BD indépendantes appartiennent entièrement à leurs créatrices et ils reçoivent 100% du bénéfice. Donc, s'il y a une autrice que tu apprécies, que tu suis de manière générale sur Instagram, Twitter et autres, c'est le moment où tu peux, on va dire, la soutenir à 100%. Donc, c'est très pratique pour ce côté-là. Et aussi, pourquoi j'aime autant ce salon, c'est que il y a vraiment une volonté, en fait, de proposer un contenu original et encore une fois indépendant, où on est vraiment dans cette vague de jeunes autoristes qui se nourrit de plein de médiums différents, de la BD, du cinéma, du manga, du comics, et ils prennent tout ça pour vraiment pas proposer du contenu juste inspiré visuellement de tous ces médiums-là, mais vraiment pour avoir une originalité, je dirais, narrative et sur des thématiques également. Donc c'est vraiment une sorte de convention qui est une sorte d'impulsion créative qui est assez impressionnante, qui est très galvanisante. Donc tu vois tous ces autoristes qui proposent leur contenu très singulier. Et en fait c'est intéressant parce que ça rend la chose très accessible, parce que les prix généralement ça tourne entre 4 $, à une dizaine, mais vraiment ça dépasse largement les 10 et c'est vraiment pas très cher. Donc je me suis ruiné assez facilement pendant cette convention au mois d'octobre. Et donc chaque année c'est parfait pour me ruiner dedans. Et surtout en fait la première fois que j'ai découvert cette convention, c'était l'année dernière, parce que je suivais une autrice qui s'appelle Lucie Brion, qui a fait notamment Voleuse aux éditions Sarbacane, et récemment Happy Ending. Et en fait, dans Happy Ending, justement, il y a 2 histoires originales, parce qu'en fait, Happy Ending, c'est un recueil d'histoires indépendantes, et on suit des héroïnes et des héros différents. Et 2 de ces histoires, en fait, étaient vendues dans le Comics Book Fair. Et c'est comme ça que j'avais lu l'une de ces histoires avant qu'elle le publie en français chez Sarbacane. Il y a le lien dans la description, je viens de voir si on scrolle un peu. Ouais, exactement. C'est cool. Merci d'avoir mis. Il y a pas de souci avec avec plaisir. Et donc il y a ça aussi, parce que si on rate la convention, ce qui est intéressant, c'est que après ça dépend des autoristes, de ce qu'ils veulent faire après de ces histoires-là. Est-ce qu'ils veulent l'intégrer dans un ouvrage, un recueil d'histoires, ou soit ils veulent le vendre eux-mêmes après plus tard. Ils sont libres. Et d'ailleurs, pour cette édition 2024, c'était Lucie Brion qui faisait un peu l'introduction de ce festival, où elle avait fait une planche de BD qui introduisait en fait la créatrice du festival, en disant au Comics Fair vous pouvez avoir ça permet de soutenir ça. Enfin, il y a un truc très, je sais pas comment dire, mais très sincère dans la démarche que j'aime beaucoup. Et j'ai fait une mini sélection de comics que j'ai lus dedans, qui parlent
de sujets très variés, mais très très original. Il y a Expiry Date, je prononce sans doute très mal, mais c'est une histoire où en fait on est placé dans un monde un peu futuriste où comment dire, la notion de production, d'être productif dans sa vie a pris une telle place que ça affecte littéralement le corps des gens, où ils perdent certaines choses, voire comment dire, certaines sensations comme le plaisir, et ils ont des traces qui apparaissent à certains endroits de leur corps. Et ensuite, en fait, une héroïne qui a un peu perdu pas mal de ces sens-là, qui est face à un corps qui est inanimé et qui a été tué par je ne sais quoi. Et en fait, va se retrouver face à un sorte de tueur à gages qui va lui, entre guillemets, apprendre à découvrir certaines choses. Et je vais pas en dire plus, parce que sinon ça va spoil, parce que déjà le comic c'est pas très très long. Mais c'est une histoire qui est très intéressante, parce que c'est pas une lecture qui peut paraître cathartique au début, mais plus une lecture qui est sur comment se réapproprier son humanité en quelque sorte, et toute chose qui nous appartient. Et c'est vraiment très touchant en fait. Ça parle de quand même comment on peut parfois, que ce soit dans le monde de tous les jours, dans le travail, comment on peut parfois être un peu trop à fond dans ça et oublier certaines choses. Et là, ça permet un peu de se réapproprier ce qu'on est. Donc c'était très touchant. Ensuite, j'avais acheté un autre comics aussi. Hop. Là, tu prends le temps de regarder sur ton téléphone. C'est ça, exactement. Où c'est plutôt un slice of life qui s'appelle Lindsay Sheng, Date White Boy. Et c'est du coup un petit slice of life où on suit du coup Lindsay qui sort avec, comme son nom l'indique, avec un Américain classique. Et on découvre qu'en fait, ces derniers, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt auprès de Lindsay. Il sait même pas, parce qu'en fait, elle a un groupe de musique indépendant. Il sait même pas dans quel groupe elle est, quelle est sa musique préférée. Et ça parle un peu de comment renouer avec soi, comment un peu trouver sa voie via différentes manières. Donc, je ne vais pas en dire davantage aussi également pour pas trop spoil. Mais c'était très, très choupi, très, très touchant. Et le dernier comics, et encore une fois, je regarde aussi sur mon téléphone pour retrouver le nom. Eh ben, j'en profite, t'as vu, Eva, il nous a menti. Hein. Ouais, sur le papier et tout. En fait, non, tu vois, on a quand même besoin de téléphone. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas écrit les titres sur son cahier. C'est ça. Exactement. Oui, voilà. Et le dernier, je pense que c'est peut-être mon préféré, c'est The Absolute Mad Woman, où on suit en fait une héroïne qui une obsession pour une femme et avec qui elle veut sortir, avec qui elle voudrait être avec elle, et elle va aller en fait jusqu'à aller dans on va dire des délires occultes pour pouvoir se rapprocher d'elle et commettre un peu l'irréparable, l'irréparable, voilà, en commettant un crime, mais qui va l'amener du coup à pouvoir se rapprocher d'elle. Et en fait, via cette relation qui s'inspire beaucoup de mangas, de romances, que ce soit shoujo, shonen, qu'importe, ça se tire petit à petit dans une sorte de questionnement sur le rapport à la mort, et en fait, on va voir en fait comment ces deux personnages ont un rapport à la mort assez très différent, et comment leur relation en fait va être complémentaire vis-à-vis de cette perception assez différente. Et visuellement, je trouve ça très beau, c'est très minimaliste, c'est très épuré, mais ça se base beaucoup sur la narration, sur le visuel, et ça se rapproche de trucs comme L'Ère des Cristaux, un manga qui est sorti chez Glénat, qui est très minimaliste, très épuré, et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Très bien. Belle sélection, et de toute façon, n'aie pas peur, cher auditorice. Tu as écouté ça, t'as pas tout noté, c'est normal, c'est écrit en bas, donc tout va bien, tu vas pouvoir retrouver ça. Eva, tu connaissais ce festival, salon, je sais pas comment on dit Je connaissais pas du tout ce festival. Après, moi, ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup, généralement, tout ce que tu publies. À chaque fois que tu publies quelque chose, je suis là, genre, ça pourrait m'intéresser. Parce que, bon, moi, j'adore aussi les BD, j'adore aussi les mangas. Et comme tu es très BD aussi, comme moi, j'ai pas le temps de prendre forcément des notes de tout ce que tu postes. Mais je vois tes tweets et je vois tes stories. Et à chaque fois, ça me donne envie. Et là, tu m'as redonné envie encore avec 4 nouveaux titres. Je
suis là, genre, bon, bah, j'ai encore des choses à ajouter à ma liste, super. Voilà. Donc, non, ça me donne envie. Mais après, non, je connaissais pas du tout ce concept et je trouve ça très cool. Et d'ailleurs, Lucie, tu as parlé de Lucie, je crois. Oui, Lucie Briand. Oui, j'avais reçu pour mon anniversaire la BD voleuse que j'avais beaucoup aimée aussi. Oui. Qui était très, très... Je l'avais même reçue en double. Les gens connaissent bien mes goûts. donc, ouais, non, franchement, c'est trop bien qu'elle ait pu un peu inaugurer ce festival. Et le fait que tous les fonds reviennent aux artistes, enfin, aux autrices, auteurs-autrices, ça aussi, je trouve ça trop bien. Donc, ouais, hyper intéressant. Bah, pour l'année prochaine, je me le note. Parce que c'est en octobre, c'est fini. Là. Oui, c'est ça, c'est terminé. Ouais. Oui. Très bien. Et j'ai évidemment plein de questions aussi. Alors, tu l'as peut-être dit, j'ai oublié l'année de création, parce que tu dis que ça a switché au début d'un version physique. C'était en 2016 Okay. Et du coup, né via un crowdfunding. Et donc, c'était du format papier qu'elle proposait au tout début. Ok. Ce qui répond à une de mes questions après, c'est qu'aujourd'hui, tu peux acheter quand des maths Exactement. Ok. C'est Ce qui est logique. qu'on démate. C'est plus après, du coup, après, c'est plus dispo. Et après, quand tu l'achètes, en soi, ça t'appartient. Et ce qu'on fait généralement entre amis de lecteurs de BD ou lecteurs de BD, c'est qu'on on se partage un peu ses lectures, tu vois. C'est des fichiers PDF, on se les partage. Et voilà. Alors, c'est mieux que... C'est pas ouf. C'est mieux que des scans de base, mais ne faites pas ça chez vous. Voilà. Achetez si vous avez les moyens pour remercier les gens qui travaillent dessus. Oui, c'est officiel. Voilà. Comme pour un jeu à 90 €, voilà. Oui, c'est le prix. Non. Tu veux un accès à mon compte? Non, alors en off, faites ce que vous voulez, mais non. Voilà. Oh, c'est bien, c'est la bonne réponse. Alors, je m'attends à un salon à payer une entrée ou autre. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas forcément là, que tu vas juste consommer, enfin payer ce que tu consommes, quoi. C'est ça, tu Ok. vas sur le site et vraiment toute la liste des comics à disposition. Et mais il y a toujours ce côté un peu, on va dire jovial qu'on peut avoir dans une convention physique, parce que sur les réseaux sociaux, le Shopping Comics Fair est très actif. Ils mettent en avant en fait tous les artistes. Je pensais qu'ils allaient mettre peut-être les plus connus en manière générale et tout, mais non, c'est chacune, ils prennent le temps de présenter ce qu'ils font. Et même les autrices eux-mêmes prennent le temps de mettre en avant les créations des autres. Et donc il y a vraiment un truc super convivial qu'on peut retrouver dans une convention physique, en fait. Ok, mais du coup, j'essaie de me mettre à la place de la personne qui découvre, comme moi aujourd'hui, ce genre de rassemblement, on va dire ça comme ça. Oui. Mais est-ce que tu as des créneaux, des temps forts? On te dit rendez-vous le 4 octobre à 17h, je présente ma nouvelle création, ou c'est genre, t'arrives le 1er, minuit 1 et tout est ouvert et t'as accès à tout? C'est ça, c'est dès le 1er octobre, c'est ouvert jusqu'au 30 ou 31, et c'est tout au long, en fait, c'est animé par ceux qui ont proposé leurs albums, par le Comics Fair lui-même, donc Ok. c'est un peu eux-mêmes qui animent tout ça. Ok. Et là, je me mets de la partie côté business, on va dire. Donc, c'est pas de prix d'entrée, 100% des bénéfices reversés aux créateurs. C'est quoi l'intérêt pour les gens qui créent ce salon-là? C'est juste de rendre service en mettant en avant? C'est vraiment, de soutenir la scène indépendante. Ok. Après, le petit truc que je veux préciser, c'est peut-être les petits frais de gestion. Il y a une petite partie qui revient quand même au festival, entre guillemets. Mais sinon, oui, c'est vraiment pour soutenir la scène indépendante, quoi. Ok. Le but, c'est pas de se faire de l'argent, c'est de rembourser des frais de communication. C'est ça, exactement. C'est mais c'est très bien. Ça, ouais. Ça marche. Et c'est un lieu en octobre. Est-ce qu'il y a un lien avec Inktober ou rien à voir? Rien à voir, mais je serais pas surpris que ça soit un peu pas en lien avec ça, mais pour faire écho un peu avec ça, parce que je trouve que c'est ça, c'est l'idée de proposer pendant un seul mois plein de comics et BD différentes. Ouais, ça me paraît pas déconnant. J'ai encore 2 questions, j'en ai noté plein. Il n'y a pas de souci. Comment alors visite, je mets des gros guillemets à ce mot, mais comment on s'aventure de manière idéale? Est-ce que tu as un parcours? Tu rentres par quelqu'un que tu connais et du coup tu as un lien, vous aimez ceci, vous aimerez cela, comment ça marche? Alors il y a plein de moyens. Alors comme moi la première fois l'année dernière, c'était via Lucie Briand, donc une autrice que je suis, qui participait, donc elle partageait sur ses réseaux. Sinon, classique sur les réseaux sociaux, sur le compte du Sherbrooke Comics Fair, que ce soit sur Instagram, Twitter, les autres de manière générale. C'est plutôt bien référencé, donc si on n'est pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça peut se trouver assez facilement. Donc oui, il y a plein de moyens possibles d'aller là-bas et de se retrouver
dans une super convention. Ok. Tu navigues de lien en lien Oui, et tu exactement. finis. Ok. Exactement. Et enfin, ma dernière question, oui, c'est tu trouves un truc trop stylé le 31 octobre et tu le mets sur tes réseaux et Eva le voit le 1er novembre malheureusement parce qu'elle était à un mariage par exemple. Vraiment exemple fictif. Elle peut toujours l'acheter le 1er novembre mais à ce moment-là il y a la commission qui revient pour l'éditeur ou ce genre de choses. Donc on sort du festival mais l'achat reste possible. Alors quand on est le 1er novembre, il me semble que tu peux plus du tout. Ah non, oui, non, tu as dit contenu exclusif à octobre, c'est ça. Donc si je loupe, c'est fini quoi. Ah oui, c'est fini. Et après, comme je dis, faut espérer que je sais pas, la BD de l'autrice qui t'intéresse puisse ressortir dans un autre format, ou soit qu'elle le sort elle-même en numérique ou en physique, selon bon vouloir de l'artiste. Ok. Et tu connais pas des success stories un peu de comics qui sont sortis juste pendant ce mois d'octobre et qui ont été tellement adulés que c'est sorti après en print? Alors j'ai quelques exemples, mais après je dirais pas que c'est des trucs retentissants, mais déjà l'exemple de Lucie Briand, le fait que ces deux séries, donc c'était un qui s'appelle Happy New Year, vous allez voir que j'ai un accent magnifique en anglais. Bonne année. Bonne année. Où en fait on suit un personnage qui est modèle vivant et qui se fait dessiner par une artiste et ils vont finir par sortir ensemble. Mais j'adore cette histoire, c'est très bien amené. Mais c'était cette histoire-là qu'elle avait proposée et une autre c'était Océan, donc on suivait des sortes de deux agents spatio-temporels qui sont là pour un peu sauver des événements qui se passent dans le monde, mais on se rend compte que c'est vraiment des trucs un peu anecdotiques, mais c'est ça qui rend un peu drôle, on va dire, malgré la BD. Ces deux-là avaient bien marché, et ça avait tellement bien marché que il me semble qu'elle l'a reproposé en anglais après le Comics Fair, et Sarbacane a été très partant pour le proposer en physique. Okay. C'est signe que ils se sont pas juste basés sur le fait que ils avaient déjà édité l'autrice, mais ils ont vu que ça marchait bien sur cet événement-là. Et il y a aussi Linnea Stert, qui est une jeune autrice de bande dessinée qui a fait notamment Une Rainette en automne chez les éditions La Cerise et une autre, j'ai oublié le nom, mais enfin elle a sorti 2 BD en français, qui sont sortis en français, et elle avait sorti l'année dernière justement une histoire courte que j'ai pas acheté, donc je pourrais pas vous dire le nom malheureusement, mais ça avait tellement bien marché que elle avait annoncé que elle va continuer à travailler dessus et peut-être éventuellement ça pourrait sortir, qui sait, plus tard. Une petite question. Est-ce que, donc, quand tu dis ça a bien marché, ça veut dire qu'il se base sur les ventes, ou est-ce qu'il y a sur le site du festival, il y a moyen de réagir par rapport à... Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez commenter les publications, vous pouvez être en contact avec les auteurs? Non, on peut pas. C'est vraiment... ils sont, c'est vitrine, t'achètes. Okay. Mais c'est plus le bruit que ça a fait sur les réseaux et le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pressées. Et Linnea Stert, c'est une autrice qui commence à se faire un nom, qui a gagné le prix de la Révélation de l'année dernière à Angoulême. Et souvent, ces BD qui sortent, c'est vraiment des grands moments de... Ça paraît un petit peu pompeux, mais c'est des grands moments de bande dessinée et je pèse encore mes mots. Donc là, c'était encore le cas. Donc il y a ce genre de choses qui se passent durant le Comics Book Fair. Ok. Très bien. Intéressant en tout cas. Merci de nous avoir parlé du Short Box Comics Fair qui a lieu tous les ans en octobre et du coup partout dans le monde. Oui, c'est ça. On a fini les chroniques, donc on a des sujets dont on ne parlera pas aujourd'hui. J'espère que vous avez les vôtres, puisque moi j'ai le mien. De quoi je ne vous parle pas aujourd'hui? Je ne vous parle pas de Nico Derico, The Magical World, qui est un jeu vidéo sur PS5. En tout cas, je l'ai fait sur PS5. Il est dispo sur d'autres plateformes que je n'ai pas notées. Ce que je vous dis pas, donc, c'est que les devs, c'est VIA Games, que les éditeurs, c'est Nightspeak Interactive et My Games, que c'est un savoureux mélange entre un Crash Bandicoot et un Donkey Kong Country, qui font partie de mes références en termes de plateforme, puisque c'est mon genre de jeu préféré à la base. Il y a une petite pointe de Rayman aussi, que c'est moitié 2D, moitié 3D, qui a de la collecte à tous les niveaux, avec des contenus un petit peu cachés, mais pas trop pour les fans du genre. J'ai trouvé ça un peu classique, mais suffisant pour un jeu de plateforme. Je vous dirais pas qu'il y a des trophées sympas, quoique un peu compliqué sur le dernier qui consiste à finir le jeu sans mourir.
Et je suis assez dingue pour l'avoir fait, mais avec une petite astuce que je vous donnerai hors antenne, si ça vous intéresse ou pas, de toute façon on n'en parle pas, qui est un coop possible, mais qui est impensable pour moi, parce que en fait j'ai noté sous peine de pénaliser l'autre joueur ou joueuse. J'ai peur que le mauvais braque un peu le bon, on va dire, donc je cite personne hein, vraiment, mais pour moi ça se fait en solo. Et je vous dirais pas non plus que j'ai savouré pendant une bonne vingtaine d'heures pour tout faire, et c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas aujourd'hui. Et en plus, je suis dans une période de plateforme, puisque j'ai aussi fait les Schtroumpfs, l'épopée des rêves clés. C'est pas une blague, j'ai adoré ce jeu, qui est très cool, qui est d'ailleurs beaucoup plus accessible. Donc ça m'a fait du bien de faire un jeu plus simple après le premier. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé parce que c'est les mêmes développeurs qui ont fait Marsupilami, que j'avais adoré, qui est très cool, qui est sorti il y a 3-4 ans, je crois. Bref, enfin, j'en parle pas. Et de toute façon, il y a des liens dans la description du podcast. Et c'est bien dommage, parce que franchement, j'avais plein de trucs à dire dessus. Vraiment, j'ai trop kiffé, quoi. Donc voilà. Pia, est-ce qu'il y a des choses dont tu n'as pas envie de nous parler aujourd'hui ? Yes, il y a un jeu que j'ai pas du tout envie de parler, que j'ai terminé le week-end passé, qui s'appelle Moss Washing. Donc c'est un jeu indé d'horreur créé par le studio Wong Organ et qui a été édité par Critical Reflex. Et ce dont je ne dirais pas non plus, c'est que c'est un jeu c'est un jeu d'horreur en huis clos où on est dans un équipage de 5 personnes. Et ce n'est pas un spoil parce que c'est dès les premières minutes du jeu, il va y avoir un crash et en fait le jeu va commencer de cette manière où il va y avoir un crash et en fait ça va avoir une narration très déstructurée où en fait on va petit à petit, on va de temps en temps revenir en arrière pour voir ce qui s'est passé avant le crash, on va parfois voir ce qui s'est passé plus tard et le jeu par cette narration déstructurée en fait parle un peu de la vie qu'il y a entre chaque habitant du vaisseau. Et c'est dur de pas en dire davantage, mais c'est un jeu qui est je trouve très 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 brillant dans sa narration. C'est un jeu d'horreur qui se repose beaucoup sur l'ambiance. Donc ils ont travaillé une DA qui rappelle les jeux de PS1. Donc il y a une DA qui est vraiment mortelle. Et du coup, il se repose sur ça pour avoir une narration qui joue sur plein de symbolismes, plein de mises en scène extrêmement bien pensées. Ça a des propos qui ne se veulent pas forcément profonds ou complexes, mais c'est le genre d'expérience où il n'y a pas besoin de rechercher au-delà de ce que le jeu te propose. Et ça parle du sujet assez délicat quand même. Il y a un peu de tout ce qui est abus sexuel, il y a tout ce qui est burn-out au travail. Enfin, ça parle de tous ces sujets-là. Et ça m'a soufflé. Ça m'a soufflé. Et je ne dirais pas que j'ai presque fini en larmes à la fin. Je ne dirais pas que j'ai recommandé à plein d'amis et petit à petit, je vois leur message en mode j'en peux plus, dans quoi tu m'as amené. Donc je ne dirais pas que vous devriez y jouer parce que c'est peut-être de loin l'une des plus belles expériences de jeu que j'ai fait cette année, clairement. Ok. Cette année 2024 qui s'achève bientôt pour ceux qui nous écoutent dans le futur. Ok, quand tu as dit graphisme PS1, je crois que j'ai fait le lien avec un jeu dont j'ai entendu parler, donc j'avais peut-être pas le temps. Mais on n'en parle pas, donc merci, ou pas. Eva, de quoi tu nous parles pas aujourd'hui ? Alors, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Retour dans le temps dans cette chronique, et c'est pour ça que je ne vous parlerai pas d'un manga de Jiro Taniguchi, que tu connais peut-être. Oui. Je te regarde, qui s'appelle Quartier lointain. Un manga BD en 2 tomes. Donc le pitch, c'est que de retour d'un voyage d'affaires, Hiroshi, qui est un homme d'âge mûr, fait un détour involontaire par sa ville natale où il perd connaissance. À son réveil, il se retrouve dans son corps d'adolescent. Son esprit a été transporté dans un passé vieux de plusieurs décennies. L'occasion de renouer avec l'insouciance d'un garçon de 14 ans et peut-être une chance inespérée d'empêcher l'événement qui, Hiroshi le sait, va bientôt déchirer sa famille. Donc c'est vraiment très... Je dirais pas à quel point c'est poignant et doux amer à la fois. Et apparemment, c'est aussi la BD qui a apporté le succès international à Jiro Taniguchi. Peut-être parce que, comme il le dit lui-même, elle repose sur une idée simple qui traverse tout le monde à un moment ou à un autre. Notre vie aurait pu prendre un chemin très différent si nous avions fait ceci ou cela à l'un ou l'autre moment. Je vous dirai pas à quel point ça m'a
transporter, parce que le thème du voyage dans le temps, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours, j'ai toujours adoré ça. C'est pour ça que ma trilogie préférée reste Retour vers le futur, etc. Voilà, évidemment. Donc forcément, un thème où on te dit, voilà, tu as 47 ans, ou je sais plus quel âge là, ou 57 ans, et tu arrives à tes 13 ans, tu peux changer ta vie. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, forcément, ça fait réfléchir. Ça fait prendre des décisions ou pas. Et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça a fait débat. Je vous dirai pas à quel point ça a fait débat dans ma famille, parce que du coup, on s'est retrouvés à table à demander à chacun des membres de la famille, et surtout à mes parents, ce qu'ils auraient fait s'ils s'étaient retrouvés actuellement adolescents. Et les réponses étaient très drôles. Donc, Question difficile en même temps. voilà, c'est ça. Question très difficile, mais du coup, qui est sujette à des discussions très intéressantes. Donc, je recommande. C'est en deux tomes seulement, et c'est très, très sympathique. Et même mon petit frère a beaucoup aimé. Mon petit frère qui n'a même pas encore 13 ans. Voilà. Du coup, moi, je vous dirai pas le titre de l'épisode de ce podcast parce que j'ai noté plein de choses, le temps, l'espace, on joue avec. Je pense qu'il y a un titre qui est caché là-dedans, quoi. Mais je vous le dis pas de toute façon parce que c'est écrit au moment où vous regardez votre lecteur de podcast favori. Je vous propose de mettre un jingle et de conclure tout ça, hein, si ça vous va. Petit récap sur les chroniques. Eva nous a parlé cette fois-ci du jeu vidéo Life is Strange Double Exposure, avec mon accent magnifique. Et Pierre nous a parlé du Shortbox Comics Fair. Première question, on vous retrouve où sur les réseaux sociaux, par exemple, Eva ? Sur Instagram, silly_turtle. Voilà. Et sur Twitter, si vous voulez, exav, _t. Et toi, Pierre ? On peut me retrouver sur Twitter également, sur l'arrobas McCoy_Lily. Sur Blue Sky aussi, vu qu'on voit un peu les fonds de revente actuellement. Donc c'est le même arrobase, ou sur Instagram sur l'arrobase le cabinet de McCoy, qui est en lien avec du coup le blog. Parfait. En tout cas, merci à vous pour vos chroniques. Alors, je vous rappelle, donc, je l'ai dit un peu plus tôt, mais nous sommes en novembre 2024, au moment de la diffusion de ce podcast, et même de l'enregistrement. Noël approche, vous allez sûrement acheter des cadeaux qui seront revendus plus tard par votre nièce ou votre cousin, qui en plus va prendre le temps de se moquer de vous dans un groupe Snapchat auprès de son entourage. Mais j'ai la solution pour éviter ce problème. Une petite donation au VHS et vous êtes sûr que votre argent sera bien mieux dépensé. Bon bref, bien sûr seulement j'ai mal écrit ma phrase donc du coup je me lis mal. Seulement si vous pouvez vous le permettre. Et faites comme par exemple Kevin, L ou Alyosha qui ont rejoint le vaisseau récemment et on les remercie. Et là, j'ai écrit blague 5 étoiles et j'ai pas de questions. Combien de Life is Strange sont sortis dans ce qu'on a cité ce soir, peut-être ? Ouais, il y en a peut-être 5. Et on s'en fout si c'est pas la bonne réponse. C'est ça, hein ? Waouh, j'aurais dit 5. Bah, c'est 5. 5 ou 6, c'est ça, on va dire ça. Ouais, bien, peut-être ça, même 6. Mettez 5 ou 6 étoiles sur votre lecteur de podcast préféré partout, tout le temps. Voilà, et là, il faut que j'appuie sur un bouton parce que c'est bientôt la fin, je crois déjà. Ça va vite. C'est un épisode qui n'aura pas duré on est extrêmement que deux, longtemps. On est 3. Ouais. On se dit au revoir. On se retrouve bientôt. À bientôt. Ça vous va ? Merci. Et on peut encore parler le temps de ce truc-là. Rappelez-vous, jusqu'à temps que j'appuie sur le bouton rouge. Oui, prenez soin de vous. Tu es sûr ? Ouais, c'est important. Prenez soin de vous. Faut que j'aille manger là. Bon app. À toutes. Fin de transmission.